durable, donc intégrer l'humain dans le bâtiment, ça prend surtout deux aspects. Donc un aspect qui est plus orienté sur la technique et qui est plus finalement apporter davantage de confort aux usagers. Donc c'est le premier aspect humain que je relèverai pour notre partie. Et le deuxième aspect, c'est comment concevoir les bâtiments de demain. Parce qu'en fait, la technique c'est une chose, mais il y a aussi une manière de travailler différemment. Donc je vais revenir sur ces deux aspects. Premièrement, donc, le confort des usagers. Deuxièmement, comment concevoir différemment les bâtiments. C'est d'ailleurs, vous verrez dans notre logo, c'est marqué concevoir autrement. On est persuadé que là est le cœur du problème dans notre domaine. Alors je vais introduire déjà mes propos en montrant en fait pourquoi est-ce qu'on s'intéresse davantage à l'humain aujourd'hui. C'est parce que vous avez tous entendu parler du réchauffement climatique. Donc pour ceux qui ont encore des doutes, je commence souvent mes présentations par une image qui parle d'elle-même. Donc je suis savoyard d'origine, je ne suis pas bien âgé. Pourtant, à l'échelle de ma vie, il y avait une mer de glace qui existait à Chamonix, qui n'existe plus aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est un phénomène qui n'est pas uniquement localisé en Savoie. Et quand vous regardez les rapports du GIEC, la fonte des masses glaciaires est partout dans le monde, que ce soit hémisphère nord, hémisphère sud. Donc en fait, aujourd'hui, pourquoi on intègre l'humain dans le bâtiment, c'est tout d'abord parce qu'il y a ce problème qui, au niveau politique, est pris en considération davantage qu'auparavant. Voilà. C'est pas un phénomène récent, vous voyez, ça a commencé déjà à la fin du 19e siècle. Donc aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes dans la salle qui ont la culture du bâtiment, ça se traduit par une réglementation thermique au niveau de l'énergétique qui est de plus en plus drastique. Donc aujourd'hui, on a de nouveaux matériaux qui émergent, de nouvelles normes qui se généralisent. Il y a de plus en plus de sujets sur l'énergie dans le bâtiment. Aujourd'hui, on intègre uniquement beaucoup l'énergie. Demain, ça va être ce qui va prendre le pas sur l'énergie, ça va être davantage la maîtrise des ressources au sens large. Ça va être comment justement intégrer le confort des occupants dans le bâtiment durable. Donc si vous connaissez un peu les référentiels tels que HQE, le confort des occupants c'est 4 cibles sur 14, l'énergie c'est une cible sur 14. Donc la conception environnementale se résume pas du tout à l'énergétique. Et on va dire sous l'impulsion de ces changements climatiques et des évolutions politiques, de plus en plus on va être amené à intégrer l'humain dans le bâtiment. Donc pour preuve, la réglementation bâtiment responsable 2020, donc nous en général quand on répond à des concours, on intègre déjà ce référentiel-là dans notre manière de réfléchir. Donc c'est ce qui fait qu'on va dire ce qui fait avancer le schmilblick, c'est encore l'énergie. Néanmoins, on commence sans être vraiment sans passer pour des fous, à mettre en avant des sujets qui sont parler de bâtiments carbone neutre ou de bâtiments zéro énergie. En fait, ce n'est rien d'autre que la future réglementation thermique qui va se répandre en France. Et pour preuve, la directive européenne, donc 2010-31 UE, dit que tous les États membres de l'Union européenne devront avoir traduit cette directive dans leur réglementation. Et en France, donc, ça se traduit par ce qu'on appelle la réglementation bâtiment responsable 2020. Donc je vous ai mis un petit extrait de sur certaines évolutions, donc vous allez voir beaucoup plus large que la simple énergie dans le bâtiment. Donc on a un triple regard, donc déjà qui va être sur les hommes, donc un bâtiment qui va devoir être agréable et abordable, donc il n'y a pas uniquement, on va même au-delà du confort, on va aussi dans la notion d'esthétisme, donc ce qui va pour plaire aux architectes. Donc un bâtiment qui doit être dans le temps, qui doit être sobre, mais aussi durable, donc un regard sur le choix des matériaux, sur on va dire en termes d'analyse de cycle de vie, qualité de l'air intérieur, savoir que les matériaux ne devront pas nuire à la santé donc les occupants, tout ce qui est composé organique volatile. Et puis après un regard sur le bâtiment qui porte aussi au niveau du territoire. Le bâtiment n'est pas, on va dire, centré sur lui-même, mais aussi au sein d'un territoire. C'est-à-dire que c'est un bâtiment qui devient producteur d'énergie, qui va échanger aux différents moments de la journée, quand il surproduit des énergies renouvelables, par exemple à midi, il peut justement vendre les énergies localement. Donc c'est ce qu'on appelle les smart grids. Donc il y a toute cette réflexion globale qui va intégrer la future réglementation thermique 2020. Et donc ça, je peux vous renvoyer, donc si après vous avez accès, j'ai une présentation un peu plus longue qui détaille un petit peu plus l'échéancier. C'est quelque chose qui est en route, c'est-à-dire c'est quelque chose, le deuxième rapport de 2013, qui est fait notamment sous l'influence du plan bâtiment Grenelle et de Monsieur Pelletier, est quelque chose de vraiment très concret. Et même moi, quand j'en ai pris connaissance, je ne pensais pas qu'à l'échelle politique, on était à ce niveau-là. Donc nous, en fait, au niveau d'environnement, on a commencé à intégrer déjà cette démarche-là.
Et au niveau je vous avais parlé de concevoir autrement, donc j'ai cité Einstein, il n'est pas possible de résoudre des problèmes avec le mode de pensée qui les a créés. Donc l'enjeu dans le bâtiment, c'est concevoir des bâtiments à énergie positive, il faut changer de méthode. Donc on a déjà fait une proposition qu'on a déjà testée avec des maîtrises d'ouvrage. Donc aujourd'hui, un projet fait avec du bon sens, ça ressemble un petit peu à ça. Donc c'est intégrer le plus en amont possible la sobriété énergétique, tout en respectant un planning et un budget. Donc on ne peut pas encore faire des bâtiments selon des standards 2020 à un prix de marché. Donc il y a beaucoup d'aides au niveau européen, au niveau régional qui existent. On peut aussi accompagner dans dans cette offre pour faire des bâtiments qui à prix coûtant peuvent être bien meilleurs parce qu'on est encore parmi les early adopters et qu'il y a beaucoup d'aides possibles. Et donc ce que je voulais commencer à mettre en avant, donc la démarche de conception intégrée, ça consiste à mettre autour de la table, dès les premières phases d'esquisse, donc là désolé j'ai pas de pointeur, mais en gros dans un projet de construction, les gens essayent d'en faire le moins possible en amont et en fait, on va dire, traitent les problèmes au fur et à mesure quand ils arrivent. L'idée de la conception intégrée, c'est d'intégrer des gens qui normalement interviennent uniquement sur le chantier ou en phase projet en amont de la conception du bâtiment. Donc j'ai cité des entreprises, des bureaux de contrôle, des usagers. Donc c'est mettre l'usager, mettre l'humain qui d'habitude intervient uniquement à la réception, l'intégrer dans un cercle de réflexion quand on construit le bâtiment pour intégrer ces exigences de confort. Voilà, donc en fait c'est la démarche de conception intégrée, c'est c'est travailler plus en amont, de manière plus collaborative, et donc mettre l'humain qui va intégrer le bâtiment en aval lors de la réflexion dans une nouvelle méthode de conception qui n'a pas encore de formalisation. Donc nous, vu qu'on l'a déjà fait, on forme, on est capable de monter des équipes et de faire de la formation là-dessus. Néanmoins, c'est quelque chose qui n'est pas encore codifié. C'est quelque chose qui va bien au-delà de la loi MOP. Alors là-dedans, c'est pour vous montrer un petit peu à l'environnement comment on se projette. Donc ce que je vous disais aujourd'hui, on est plus uniquement sur la phase conception et sur la phase chantier, parce que la loi MOP, qui découle de nos engagements, on va dire, en matière d'assurance décennale, se base là-dessus. Nous, ce qu'on aimerait et ce qu'on essaye de faire avec des maîtrises d'ouvrage plutôt privées, parce que ils sont moins sujets au code des marchés publics, donc ils ont moins encore de problèmes psychologiques avec ça, c'est de s'insérer en amont sur intégrer des hypothèses de conception qui soient beaucoup plus centrées sur l'usager et moins sur l'unique réglementation, et suivre l'exploitation d'un bâtiment. Faire un bâtiment qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme, si on n'est pas là pour le vérifier, il y a peu de chances d'y arriver. Voilà. Donc aujourd'hui, par rapport à cette vision, on a notamment quelqu'un qui travaille chez Environnement sur un sujet de thèse sur la modélisation du comportement de l'usager. Donc on a un désir, dans les prochaines années, à s'engager sur les performances énergétiques de nos bâtiments et les performances environnementales et humaines. C'est-à-dire qu'on va non plus vendre, on va non plus être sur des honoraires de jour homme, mais on va être sur vendre une performance. Donc des euros par mètre carré et aussi une température de confort pour des occupants. Voilà. Donc on va être sur un business model qui va, j'espère, évoluer. En tout cas, nous, on essaie d'être acteurs de ce changement en étant jeune entreprise innovante et en poussant cette méthodologie-là. Donc aujourd'hui, on en est encore au stade où on essaye de trouver des maîtres d'ouvrage prêts à s'engager sur un projet, on va dire, pilote expérimental. On en a un de petite taille qu'on aimerait faire sur un projet de plus grosse taille, donc sur un sujet qui est un petit peu comme celui-là, donc il respecte le cahier des charges Living Building Challenge qui est très peu utilisé. En gros, c'est un bâtiment qui est carbone neutre, énergie neutre, et fait avec des matériaux si possible locaux et d'origine biosourcée pour une partie. Voilà. Donc, et un bâtiment qui théoriquement peut être autonome, c'est-à-dire qu'il peut être en autarcie. Voilà. Donc c'est sur ces choses-là qu'on aimerait travailler. Je vais vous montrer que ça marche. Donc l'intelligence collective pour gagner des concours. Donc c'est ma dernière partie. Donc j'ai mis l'énergie positive doit d'abord intégrer les hommes avant d'intégrer le bâtiment, et j'ai mis un petit schéma qui parle de lui-même. Aujourd'hui, beaucoup de gens essayent de tirer la couverture à eux, alors qu'en collaborant, tout le monde y gagne. Le bâtiment est plus confortable, on revalorise nos métiers, et l'objectif de performance qui est important aux yeux du maître d'ouvrage est atteint. Donc là j'ai mis deux images, donc je vous laisse regarder quel est le point commun. Je ne vais pas trop traîner parce que j'ai mes petits camarades qui veulent parler après moi. Donc en gros, je vous ai mis des ruches et un des bâtiments qu'on est en train de concevoir à Biarritz.
Et j'ai dit donc voilà, c'est une réflexion collaborative qu'on a fait on a fait une approche biomimétique où on a adapté le confort en fonction des saisonnalités. En gros, donc, ce qui se passe dans une ruche, c'est que vous avez un fonctionnement différencié en hiver et en été. En hiver, les abeilles se mettent en grappe pour maintenir une température de 35 degrés autour de la reine qui pond les œufs. Donc c'est en mangeant du miel on va dire qu'elles maintiennent cette température et il y a un roulement entre les abeilles pour qu'elles puissent survivre à 35 degrés. Et donc c'est une sorte de chauffage central fait à base de miel. Et en été, au contraire, vous avez une ventilation